Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à cette session régionale pour l'Europe-Amérique du Nord. Les présidents de cette séance sont Ilan Joram, professeur à l'Université de New York, et Georges Leclerc, vice-président de l'Académie nationale de la télévision, des arts et des sciences de la Fondation New York. Monsieur Joram, à vous la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue non seulement à nos panélistes éminents que je vous présenterai très bientôt, mais également à tous les participants d'à travers le monde qui assistent à cette session de cet après-midi. Quelques mots sur l'organisation de cette session, justement. Moi-même, Ilan Johan, professeur à l'Université de New York et directeur exécutif de l'organisation WSMART, qui est un partenaire officiel de l'UNESCO. J'aurai le plaisir de modérer cette session aux côtés de M. Georges Leclerc, qui se joint à nous depuis New York. Malheureusement, nous faisons tous face au défi de la communication à distance imposée par la pandémie de COVID-19 et nous espérons, lui et moi, que cette session permettra un échange d'idées, partage de solutions et au-delà même à la coopération internationale pour faire face aux conséquences du changement climatique. Cette session s'organise dans le cadre de l'Alliance des mégapoles pour l'eau et le climat et son chapitre d'Europe et d'Amérique du Nord. Le MAWAC a été lancé à la conférence Oméga de 2015 avec la participation des maires et gouverneurs d'à travers les villes des villes d'à travers le monde et leur engagement à travailler ensemble. Cette session régionale rassemble les mégapoles d'Europe et d'Amérique du Nord, qui correspond à la région Euro-Amérique du Nord de l'UNESCO. Nous participons à 3 sessions de cette conférence. Les défis métropolitains City Rise, qui est le thème de notre session d'aujourd'hui. Nous rassemblons pour cela des représentants et responsables non seulement des gouvernements, des élus, mais également de la communauté des chercheurs, des prestataires de services d'eau, et gouverneurs et maires de ville. Nous échangerons ou nous aborderons l'ordre du jour dans quelques minutes. Demain, nous participerons à la séance sur les défis MetroCare, qui rassemblera les représentants des gouvernements locaux, des mégapoles de la région, de New York, Paris, Istanbul, Los Angeles, Chicago, Londres et Moscou. Ils nous parleront demain des stratégies d'adaptation de leurs villes respectives. Quelles sont ces stratégies qui sont mises en œuvre pour faire face aux conséquences du changement climatique? Enfin, ce vendredi, l'Alliance régionale de l'Europe et de l'Amérique du Nord participera à l'Assemblée des maires et gouverneurs. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Merci. Donc, notre séance d'aujourd'hui se concentre sur l'adaptation et l'innovation face aux conséquences du changement climatique pour des infrastructures résilientes et des écosystèmes durables. Encore une fois, j'ai à mes côtés le plaisir d'avoir mon cher ami Georges Leclerc, vice-président de l'Académie nationale de
la télévision des arts et des sciences de la Fondation de New York. Ce qui nous rassemble, nous avons été rassemblés par le gouvernement local de New York il y a quelques années pour discuter de la stratégie pour faire face à la montée des eaux qui menace la durabilité de la ville de New York. Et nous en parlerons aujourd'hui. Diapositive suivante. Dans les interactions des panélistes, nous proposons de discuter des sujets suivants dans l'objectif de rassembler les experts élus, des médias, les responsables de services publics des eaux, les chercheurs et les universitaires pour discuter des stratégies des villes face au changement climatique. Il s'agit de parler d'expériences en adaptation au changement climatique, des leçons tirées des événements récents, de discuter des défis actuels des villes en termes de stratégie de renforcement des capacités pour faire face aux événements climatiques sévères, à parler de la durabilité des systèmes face aux conditions extrêmes et la reprise accélérée, d'échanger sur les perspectives d'experts concernant le financement de la résilience, les mesures de réponse opérationnelle, les meilleures pratiques et des solutions innovantes pour répondre aux recommandations de la COP et s'aligner avec l'accord de Paris de 2015. Discuter également des conséquences de la crise climatique sur le développement professionnel, l'éducation, la recherche et le développement. Il parlait également de la sensibilisation socioculturelle, l'adaptation des consommateurs aux conséquences du changement climatique. Et enfin, comment il est possible, comme nous avons pu l'observer maintes fois déjà, comment les défis du changement climatique peuvent être transformés en opportunités de développement économique et d'innovation à travers le monde. Et je dis bien à travers le monde car c'est un problème global, international, mais qui doit s'adapter aux contextes locaux dans toute leur variété. Je donne donc la parole à mon comodérateur, Georges Leclerc. Je l'invite à partager sa perspective. Merci, Hélène. L'objectif de mon organisation est d'offrir une plateforme pour que la jeunesse puisse exprimer et partager sa propre vision, ses propres perspectives sur la démarche à suivre à l'avenir en termes d'investissement dans des développements durables. Cette plateforme offre des ressources éducationnelles pour partager des informations, une meilleure compréhension des conséquences du changement climatique et de ses effets sur nos sociétés urbaines, une sensibilisation culturelle, des incitations, des encouragements à la jeunesse pour qu'ils s'impliquent dans l'élaboration de notre avenir. Et bien sûr, nous soutenons l'imagination créative de la jeunesse et la pensée innovante qui les anime. Nous avons hâte d'échanger avec les différents participants, que je remercie d'être présents aujourd'hui, d'échanger sur des idées novatrices pour atteindre ces objectifs et avoir notamment des compétitions entre les jeunes talents pour qu'ils trouvent des solutions innovantes. Merci. Suivante, j'imagine. L'arche de Noé est une image tout à fait appropriée. Maintes fois, l'histoire nous a enseigné que la relation complexe entre l'humanité et l'environnement fait face à des externalités comme le changement climatique. Cette relation a toujours stimulé des idées innovantes et offert des opportunités de développement sociétal et de croissance économique. Cette relation et notre engagement à protéger l'environnement, la biodiversité, ses ressources naturelles, ce sont là des défis auxquels nous faisons face depuis bien des générations.
Et maintes fois, l'histoire nous a prouvé que l'innovation et le processus de réflexion humain nous a toujours permis de surmonter les défis et externalités auxquels nous avons été confrontés. C'est là un des enseignements que nous devons tirer et en tournant vers le passé, en même temps jusqu'à l'époque de l'Arche de Noé. Et une des erreurs qui a coûté le plus à l'humanité dans cette fable, c'est l'échec de communication, de création d'une culture une culture qui soutienne les mesures nécessaires et l'investissement nécessaire des gouvernements locaux dans la protection du futur et de la durabilité des sociétés urbaines. C'est un exemple qui me frappe. J'espère qu'aujourd'hui, dans l'ère du numérique, avec les technologies à notre disposition, le soutien de l'intelligence artificielle, l'initiative humaine, j'espère que nous trouverons des nouvelles opportunités, nouvelles mesures pour surmonter ces défis, faire face à ces difficultés et pour préserver la durabilité de la race humaine dans les années à venir. Dans cet objectif, on peut se demander comment transformer ces défis en opportunités, comment faire face aux problèmes, aux besoins de développement des capacités, de recherche et autres questions importantes en offrant une plateforme qui nous aidera tout un chacun à faire face ensemble à la menace du changement climatique. Et enfin, comment peut-on préserver dans une égalité sociétale et justice environnementale, comment peut-on faire face aux défis du développement urbain? Diapositive suivante. Pour répondre à ces questions, nous avons invité un panel d'experts, d'éminents experts, parmi lesquels professeur Fadi Komer, qui était vice-président du conseil de l'UNESCO PIH, qui va nous donner la perspective de cette organisation. Monsieur Brice Lalonde, qui est ancien ministre de l'Environnement de France, qui viendra partager avec nous la stratégie de l'Union européenne pour l'adaptation des villes au changement climatique. Eric McFarlane va nous parler de comment on peut tirer des enseignements des phénomènes météorologiques extrêmes du passé pour renforcer la résilience de New York. Le responsable de l'unité d'adaptation climatique, M. Daniel Blicknell, de la ville de Londres, va venir nous parler des défis auxquels fait face sa ville et de sa stratégie d'adaptation au changement climatique. Et enfin, Terry Vitkovic, vice-président senior de Veolia pour les résiliences et les villes intelligentes, va nous donner la perspective des opérateurs et nous parlera du rôle de l'innovation face à ces défis. Ce sont là des défis pour la communauté des chercheurs et le professeur Luc Abadi, un professeur à l'université de la Sorbonne, viendra partager avec nous son opinion sur les défis de la formation professionnelle et de l'enseignement, l'éducation face aux défis de la transition environnementale. Tous ces aspects doivent travailler ensemble. Ces défis internationaux créent un nouveau paradigme de collaboration interprofessionnelle et des défis à la société en son ensemble. La société doit être plus participative dans sa façon de trouver des solutions et des stratégies. Nous faisons l'expérience de cela au quotidien avec la pandémie. Et pour ce, nous avons demandé à Stephen Sigler, vice-président de la programmation du groupe WNet à New York, de venir nous expliquer ce que selon lui est le rôle des médias dans la création d'une
d'une sensibilisation socioculturelle pour la résilience climatique. Et il y aura ensuite des questions et des réponses, mais nous allons commencer par écouter nos panélistes qui vont nous donner leur perspective. Et pour ce, je vous demanderai de garder vos questions pour la fin de la séance, après l'intervention de chacun des intervenants. Et sans plus attendre, je donne la parole à M. Fadi Komer, vice-président du PHI de l'UNESCO, pour qu'il nous donne la perspective de son organisation. Merci et j'espère que cette session sera productive. Merci beaucoup, professeur Ilan Juran, pour cette excellente introduction. Et je voudrais également remercier M. Georges Leclerc, le co-vice-président, et bien évidemment saluer la présence de Monsieur, Son Excellence Brice Lalonde, avec qui nous avons beaucoup travaillé sur le travail la politique et en particulier pour le bassin méditerranéen. Alors, l'objectif de mon message principal est l'ex-présidence du PHI UNESCO et vice-président du PHI UNESCO pour les pays arabes et du Moyen-Orient. Les villes de l'Est de la Méditerranée vivent encore une crise de l'eau, une crise continue qui continuera si une action n'est pas directement mise en œuvre. La crise d'eau dans le Moyen-Orient, le Maghreb est multidimensionnel qui peut être vraiment traité par le biais de nouvelles politiques pour son adaptation, les nouvelles politiques basées sur l'innovation, basées sur les outils technologiques, ainsi que de la réforme institutionnelle soutenue par l'éducation, la recherche, ainsi que des campagnes de sensibilisation du public. Et le troisième point important, c'est afin d'éviter une crise de l'eau et une souffrance aggravée dans les mégapoles du MENA, c'est de mettre en œuvre notre stratégie numéro 9 sur l'eau que nous avons mise en œuvre au PHI UNESCO, et pour la toute première fois, cela vient avec un plan de mise en œuvre ainsi qu'un plan financier. Et cette stratégie est basée sur 5 points principaux. Tout d'abord, la première priorité, la recherche scientifique et l'innovation. Deuxième priorité, c'est l'eau, l'éducation. Et le quatrième, c'est la révolution industrielle, y compris la durabilité. Ensuite vient créer le pont entre les données et enfin de réduire le fossé de la connaissance, avoir l'information pour pouvoir créer des projets communs entre les pays. Et pour cela, les données sont nécessaires. Ensuite, la stratégie numéro 9, c'est la gestion des ressources en eau sous les conditions des changements globaux. Avant, nous l'avons mis en œuvre sans prendre en compte les conditions du changement climatique, les changements des transferts de masse des populations, ainsi que la croissance démographique, tous ces problèmes, y compris la pollution. Nous devons maintenant mettre en œuvre les choses prenant en compte des changements globaux. Ensuite, cela fait 20 ans que nous entendons dire qu'il faut une bonne gouvernance. Donc, numéro 5, c'est la bonne gouvernance de l'eau basée sur la science. Nous ne pouvons pas lancer la bonne gouvernance, un tel processus, si nous ne nous basons pas sur la science pour l'atténuation, l'adaptation, ainsi que la résilience. Et c'est la raison pour laquelle, chers collègues, nous voulions coupler cette initiative avec une résolution très importante qui est de créer
l'Académie du PHI de l'UNESCO pour la coopération pour le développement éco-durable. C'est l'Académie EcoMed. Et la résolution du PHI qui a été adoptée par les États membres afin de faire face à l'impact du changement climatique sur le stress hydrique et l'accélération de la pollution, afin de faire le suivi de cette pollution dans le niveau national, international, transport des sédiments, des bassins en amont vers les villes côtières de la Méditerranée, ainsi polluant les estuaires. Et de mettre en œuvre tout ceci, l'UNESCO, la résolution du PHI de l'UNESCO pour la création de l'Académie de l'écomètre reconnaît le besoin d'une plateforme internationale. Cette plateforme internationale doit partager cette connaissance parmi les villes côtières de la Méditerranée, partager les expériences de l'atténuation des événements extrêmes dont Ilan Duran a fait référence dans les mégapoles et d'établir la collaboration à travers les frontières entre ces villes de la Méditerranée orientale et du Nord. Afin de mettre en œuvre tout ceci, nous devons nous baser sur les composants suivants. Tout d'abord, le renforcement des capacités scientifiques. Nous devons absolument apprendre comment atténuer cette pollution. Nous devons apprendre à comment s'adapter aux événements extrêmes, et nous devons également faire le suivi de la pollution, mettre des systèmes d'alerte précoce dans nos villes, sur les voies d'eau, dans les côtes, pour voir quel type de pollution nous recevons des bassins en amont. Avoir des projets de recherche qui impliquent les plus grandes universités, et nous devons impliquer le comité de PHI national, c'est-à-dire dans chaque pays, avec nos hydrologues nationaux, internationaux, pour pouvoir lancer des programmes de formation ciblant les gouvernements locaux, nos mégapoles. Et finalement, nous avons besoin de présenter des partenariats stratégiques entre les organisations des Nations Unies et le partenariat stratégique entre les ONG. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, cette académie EcoMed le secrétariat sera facilité par le WSMAT, notre ONG qui est directement liée à l'UNESCO, sera logé dans le Cyprus Institute, l'Institut de Chypre. Le Cyprus Institute est l'institut qui suit l'initiative changement climatique pour les MENA, avec 13 task force, 13 groupes de travail, le principal étant sur l'eau, qui a été publié récemment. Et la recommandation de ce groupe de travail, de cette task force, a déclaré qu'il y avait un besoin urgent pour améliorer la gouvernance de l'eau, besoin d'améliorer la coopération et un besoin urgent de mettre en œuvre des outils scientifiques afin d'adapter les politiques vers les pays de la Méditerranée orientale et moyen-orientale. Et c'est la raison pour laquelle l'Académie EcoMed disposera d'un task force, d'un groupe de travail. Et je voudrais ici rendre hommage. Professeur Comer, est-ce que vous pouvez arriver à votre conclusion, s'il vous plaît? Parce que nous devons essayer de respecter le temps qui est alloué aux experts du panel. Merci beaucoup de votre compréhension. Mais bien sûr, donc le task force sera organisé par rapport à notre académie, tout la Commission nationale, les experts hydrologues que nous avons, internationaux que nous avons
dans l'UNESCO ou avec notre ONG et donner son soutien pour lancer cette académie ECOMED du PHI, avec le point focal dans tous les pays de la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Comer. Nous demanderons aux experts de notre panel de respecter le temps qui leur a été alloué afin que nous puissions tous bénéficier de la sagesse et des points de vue de tous les panélistes. Professeur Comer, merci beaucoup de votre présentation des perspectives et l'avenir, la voie d'avancée dans l'avenir grâce à cette Académie Comet. Notre prochain panéliste est M. Brice Lalonde, l'ex-ministre de l'Environnement et l'écologie du gouvernement de la France. Brice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, professeur Fadi Comer, pour vos mots très aimables. Apparemment, on me donne la possibilité de m'exprimer en français. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. Est-ce que la Commission, est-ce que l'Union européenne a une stratégie d'adaptation? La réponse est oui. La première ébauche de cette stratégie a été lancée en 2013. Il s'agissait à cette époque-là de promouvoir l'action des membres, de mieux fonder les processus de prise de décision, d'intégrer la préoccupation du climat dans tous les programmes. À l'époque, c'était surtout l'agriculture et les infrastructures. Et puis, c'était surtout, et c'est ça qui vous intéresse sans doute le plus, de coopérer avec les collectivités locales et notamment avec la Convention des maires, de Mayor's Covenant. Alors, 5 ans plus tard, vous aviez déjà 25 des États membres qui avaient tous des stratégies nationales d'adaptation. La Commission a fait un tableau de bord pour évaluer les politiques climatiques des États membres. Il y avait déjà 1 millier à peu près d'élus qui avaient signé avec la Commission pour conduire des analyses de risque. Et puis surtout, le plus important, je pense pour nous tous, c'est que l'Agence européenne de l'environnement a créé une remarquable plateforme qui s'appelle Climate Adapt et qui est devenue une espèce de référence. Alors, cette stratégie a été revue avec une nouvelle stratégie l'année dernière, le 24 février, une nouvelle stratégie qui a particulièrement noté que le sud de l'Europe serait exposé à des étés plus chauds et des risques d'incendie, que le nord connaîtrait des précipitations beaucoup plus intenses et que tout le centre de l'Europe serait exposé à des extrêmes climatiques de plus en plus violents. Alors, le fondement de cette nouvelle stratégie, c'est évidemment le niveau local, et ça va intéresser Georges de savoir que la Commission va utiliser le pacte européen pour le climat et la coalition pour l'éducation au climat pour informer et pour inspirer et pour mobiliser les citoyens de l'Europe. Donc, ça pourra se lier à la proposition, Georges, que vous avez faite vous-même. Vous savez que l'Union européenne, en 2016, a créé un pacte, le pacte d'Amsterdam, qui est son agenda urbain. Et c'est là que la Commission a noué une coopération avec Eurocities et la Convention des maires. Il y a maintenant un partenariat pour l'adaptation au changement climatique avec un programme qui est lié à tous les autres programmes de l'Europe sur les villes, les smart cities, la vague de rénovation, l'économie circulaire, etc., etc. De même, il y a un carnet numérique qui est prévu pour chaque bâtiment qui doit intégrer tout ça. Et voilà. Et tout récemment, la relance au Covid, après le Covid-19, le pacte de relance européen introduit des éléments également du plan de la résilience au changement climatique. La nouvelle stratégie européenne a 4 objectifs principaux. D'abord, être mieux informé, le développement des connaissances. Elle doit être accélérée parce qu'on s'est aperçu que ça traînait un peu, et c'est surtout d'ailleurs dans les financements. Elle doit être systémique et elle doit contenir un effort international accru dont on ne parlera pas. Mais c'est surtout le point mieux informé qui me paraît le plus intéressant. C'est toujours cette plateforme Climate Adapt. Elle a une partie urbaine. Elle travaille maintenant avec les assureurs. Les assureurs sont un partenaire très important et avec les spécialistes des catastrophes naturelles parce qu'avant, les deux secteurs n'étaient pas liés. Elle a 2 outils principaux. Il y a un outil de soutien à l'adaptation urbaine, Urban Adaptation Support Tool, qui essaye de
de promouvoir une planification assez simple, hein, préparer le terrain, évaluer les risques et les vulnérabilités, identifier les options et les évaluer, mettre en œuvre et enfin suivre et évaluer le résultat. Et puis la deuxième chose qui est très intéressante, c'est un map viewer, une cartographie avec la liste des villes européennes et leurs caractéristiques. Donc, est-ce que cette ville est sur la côte? Est-ce qu'elle est en altitude, etc. Et notamment en évaluant la résilience face aux risques. Alors, la canicule, les inondations, la submersion côtière, la crue d'origine pluviale, le manque d'eau, les incendies, les maladies d'origine hydrique et les vulnérabilités sociales. Les vulnérabilités sociales, ce sont notamment est-ce que la population est très âgée, est-ce qu'ils ont les moyens, quel est le système de transport urbain, etc., etc. Et puis, pour l'accélération de la stratégie, la question de l'eau est mise en avant, et notamment les systèmes, est-ce que s'il y a une crue ou est-ce que tout d'un coup il y a une précipitation intense, est-ce que le système d'assainissement va résister? Est-ce qu'il y aura toujours de l'eau potable pour tout le monde, etc., etc. Bon, ça, c'est une question très importante. La question de l'eau, la Commission y insiste beaucoup. Et enfin, systémique, tout simplement, de manière à intégrer tous les niveaux de gouvernance pour l'action locale. Et là, la Commission insiste beaucoup sur les solutions fondées sur la nature et notamment végétaliser, désimperméabiliser les sols, etc. Donc, je voulais juste terminer parce que je vois que le temps passe sur Paris pour dire qu'évidemment, à Paris, régulièrement, on se pose la question de savoir si la crue de 1910 va revenir. Vous savez qu'à ce moment-là, il y a 5% de la surface de l'Île-de-France qui sera affectée, 4 à 5 millions de personnes qui auront des problèmes, des coupures d'eau, etc. Et donc, on a construit des réservoirs en amont qui sont très importants, qui font baisser de 70 cm la hauteur d'eau à Paris. Mais il y a encore malheureusement beaucoup d'urbanisation sur les fonds de vallée et l'imperméabilisation de la surface des sols a augmenté de 4% depuis 1996. Donc là, nous avons un problème de gouvernance. Qui va décider? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la ville de Paris qui a sa propre stratégie? Et nous avons, moi je pense, encore une grande difficulté. Chaque acteur a son propre plan. Les transports en commun, il y aura 400 points d'infiltration qui devront être bouchés. Les systèmes électriques, malheureusement, alors on peut le mettre hors tension avant l'inondation. Le gaz ne résisterait pas, il y aurait 80 000 abonnés privés de gaz. Les télécoms ne fonctionneraient plus. On ne pourrait faire peut-être que des SMS, etc., etc. Donc, nous avons encore beaucoup d'efforts et de progrès à faire dans la ville de Paris qui se termine tout simplement dans la plaquette. Ah, il appartient à chaque citoyen exposé de protéger ses installations vitales, de prévoir éventuellement un hébergement de repli, d'anticiper des déplacements difficiles, de disposer de denrées non périssables, de bouteilles d'eau et d'anticiper des coupures d'eau en se dotant d'une radio à pile, de réchaud à gaz, de bougies et de lampes électriques. Voilà, chers amis, tout simplement la fin très, très pragmatique des instructions données aux Parisiens en cas de crue de 1910. Merci beaucoup. Merci la ministre. Nous vous remercions profondément pour votre propos qui propose les défis, qui défie les défis de la gouvernance dans un contexte européen et les stratégies qu'on envisage pour faire face à l'ensemble des problèmes dans des contextes métropolitains très, très variables et très différents. Thank you, Miss, Your Excellency, Minister of Environment. Votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Environnement, merci pour cette présentation qui nous a donné la perspective de gouvernance dans le contexte européen. Passons donc de la perspective de gouvernance à la question des autorités locales et de comment celles-ci peuvent s'adapter d'un côté aux défis du changement climatique et d'un autre côté aux défis institutionnels, dans le contexte institutionnel, en interaction avec le gouvernement fédéral aux États-Unis. Certaines mesures sont prises pour le développement durable des centres urbains, avec un accent particulier à New York sur
la montée des eaux. Et pour nous parler de cela, je donne la parole à M. Eric McFarlane, commissaire adjoint du département de la protection de l'environnement à New York, qui va nous parler des plans d'adaptation de New York face aux événements climatiques. Et quels sont les enseignements qui ont été tirés des événements passés pour l'élaboration de la résilience, des plans de résilience de la ville. Eric, merci beaucoup pour ces années de coopération académique. Vous êtes un exemple aux États-Unis de création d'un cadre que nous souhaitons tous voir mis en place à travers le monde. La recherche et les défis des autorités locales doivent être résolus ensemble. Eric, à vous la parole. J'avais oublié d'allumer mon micro. Merci beaucoup, Ilan et M. Leclerc. Je vous dis bonjour depuis New York. Diapositive suivante. Je crois que ma deuxième diapositive n'a pas fonctionné, mais quoi qu'il en soit. La ville de New York est une ville de littoral avec plus de 800 km de littoral. Sur la diapositive 2, les infrastructures littorales se trouvent dans les zones inondables, les projections de zones inondables, et ont souffert de différents ouragans ces dernières années. La montée des eaux due au changement climatique a eu des conséquences dévastatrices qui menacent la vie et les vies et des installations. Les ouragans Sandy, Maria, Harvey et Anda ont fait s'en rendre compte au public que les prévisions météorologiques étaient les bonnes. Donc le plus récent était l'ouragan Ida, qui a commencé au sud des États-Unis, en Louisiane. Quand il est arrivé à New York, il avait été sous-classé en tant que tempête post-tropicale. Mais les pluies torrentielles ont fait déborder les égouts de la ville. Pour la première fois dans l'histoire, il y a eu une alerte d'inondation éclair à New York. Et il y a eu 13 décès dus à cette tempête. En août 2017, l'ouragan Harvey a également causé des inondations et une centaine de morts. L'ouragan Maria a causé plus de 3000 morts dans les Caraïbes. Mais la tempête qui a vraiment réveillé tout le monde et fait se rendre compte de la réalité des choses et remonte à octobre 2012 avec l'ouragan Sandy qui a causé 43 décès. Diapositive suivante. Les images qui sont à l'écran ont fortement circulé et illustrent bien les conséquences des inondations dues aux ouragans. Encore d'autres images. Là, c'est l'image de Sandy, un ouragan qui a été dévastateur sur toute la côte nord-est des États-Unis. Diapositive suivante. Donc, l'ouragan Ida, le plus récent,
a commencé dans le golfe sud des États-Unis et quand il arrive à New York, il avait été sous-classé en tant que tempête tropicale, a causé des millions de dollars de pertes et 115 décès. À New York, la pluie a fait déborder les égouts, ce qui a causé des inondations. Et dans certains cas, comme vous voyez à droite, nous avons des appartements de sous-sol à New York. Et vous voyez ici que le mur du sous-sol se sont effondrés et a enfermé. Les résidences se sont trouvées inondées dans le sous-sol. Ici, vous avez une cartographie du trajet de Sandy. Comme vous voyez, toute la côte nord-est a été frappée. 43 décès, 19 milliards de dollars de dégâts. Les systèmes de transport ont été arrêtés, 11 millions de voyageurs affectés, 2 millions de personnes sans électricité et près de 90 000 bâtiments ont été inondés. Et bien sûr, ça a forcé les gens à quitter leur résidence. Donc, au fur et à mesure que notre climat change, l'intensité et les conséquences des tempêtes vont augmenter. D'ici 2050, un ouragan similaire à la force de Sandy causerait 90 milliards de dommages en pertes économiques, soit 5 fois plus. Et cela est augmenté par la montée des eaux et l'intensification des tempêtes. Donc, après l'ouragan Sandy, la plus forte réaction s'est trouvée en Manhattan Sud. Si vous voyez donc, en haut à droite, il y a un projet de résilience du littoral est de Manhattan. Il s'agit d'un projet de 2 milliards de dollars. Le reste du plan d'aménagement du Manhattan Sud est encore à l'étape d'études et d'élaboration. Et or, dans ce quartier se trouvent parmi les propriétés les plus chères de l'île. Diapositive suivante. Donc après l'ouragan Ida, le plus récent, l'administration a publié un rapport sur le nouveau normal, le combat contre les événements météorologiques extrêmes à New York. Et la conclusion de ce rapport était les suivantes. Il s'agit d'éduquer, de former et d'habituer les New-Yorkais à la nouvelle réalité des phénomènes météorologiques extrêmes. Alors, on peut essayer de contrôler le temps, mais finalement, il faut y faire face. Se préparer au pire dans tous les cas d'ouragan et de tempête. Ce qui s'est passé avec Ida, c'est qu'il avait été... C'est que New York souffrirait d'une dépression tropicale, c'est ce à quoi nous sommes habitués, mais on ne s'est pas préparé à l'intensité des pluies qui a fait déborder les égouts. Donc l'enseignement que l'on en tire, c'est que dès qu'il y a une tempête qui est prévue, il faut se préparer au pire scénario. Continuez à mettre à jour les modélisations de tempêtes, leur suivi et les systèmes d'alerte, améliorer les protections pour les communautés dans l'arrière-pays, tout comme sur le littoral. Pas que celles qui sont dans les zones inondables. Réimaginer notre système d'assainissement et augmenter l'utilisation d'infrastructures vertes et les solutions cloud-based.
Actuellement, on construit des infrastructures vertes, donc des jardins, des parcs, des bassins pour diminuer la quantité d'eau qui est déversée. Dans le cas des infrastructures cloudburst, à savoir que à New York, les égouts domestiques et les égouts pour les tempêtes sont les mêmes. Et bien, dans un système cloudburst, on sépare ces deux flux pour que les eaux de pluie ne fassent pas déborder les eaux d'assainissement. Et pour faire cela, il faut davantage de financement de la part de l'État de New York et du gouvernement fédéral pour pouvoir améliorer la résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes à New York. Voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Merci. Et je vous rends la parole, professeur. Eric McFarlane, sous-commissaire, commissaire plutôt, adjoint du département de la protection de l'environnement de la ville de New York. Je signale que le premier enseignement que vous avez souligné concernait l'éducation, l'enseignement. Avec la nouvelle administration de New York, tous les partenaires travaillent ensemble, les opérateurs, les autorités locales, nous, l'université, et nous avons hâte de travailler main dans la main avec la ville pour continuer à étayer le partenariat des mégapoles à travers le monde. Et je suis convaincu que New York peut être un exemple de collaboration entre le gouvernement local et les académiciens. Avec ceci, je donne la parole à Daniel Bicknell, responsable ou chef d'unité d'adaptation climatique du gouvernement de la ville de Londres, à prendre la parole. On nous a confirmé ce matin qu'il se joindrait à nous. Nous espérons donc qu'il est parmi nous, qu'il peut prendre la parole. Et on me dit que malheureusement, il ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je donne la parole à Thierry Vitkovich, vice-président de Veolia pour la résilience et les villes intelligentes, qui travaille au niveau de la France, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Afrique. C'est un honneur de pouvoir entendre la perspective des opérateurs. Aujourd'hui, Veolia bénéficie d'une expérience internationale et nous avons hâte d'entendre ce que Thierry Vitkovich a à partager avec nous. Thierry, à vous la parole. Merci beaucoup, Ilan. Je suis très fier et très heureux d'être avec vous aujourd'hui, partager mon expérience avec vous et je ferai comme mon ministre, président, je serai très heureux de pouvoir vous parler en français si vous me le permettez. Prochain slide, s'il vous plaît. Avant de démarrer, je disais que j'allais m'exprimer en français. Aujourd'hui, Veolia, c'est à peu près 180 000 employés. C'est 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans 3 métiers, que sont les métiers de l'eau, de métiers de déchets et de métiers de l'énergie renouvelable. Et c'est un point important parce que vous allez voir qu'à travers l'innovation et à travers ce que je vais essayer d'expliquer, il est aujourd'hui important de comprendre que les métiers de l'eau sont totalement imbriqués dans les autres problématiques des différentes collectivités. Ce sont les chiffres de 2020. Vous savez tous qu'on est en cours d'une OPA qui portera donc notre chiffre d'affaires à 230 000 employés et 37 milliards de chiffre d'affaires et encore plus d'innovation de la part donc de nos nouveaux collaborateurs.
Next slide, please. La première chose, c'est que nous définissons aujourd'hui nos problématiques de crise et on subit les crises à travers le monde entier sous 2 points. Il y a les chocs qui sont dus à des événements climatiques, et Eric vient de nous parler des événements d'inondation qui ont touché New York, et il y a aussi les très vieux challenges. Il y a les très vieux challenges que sont, excusez-moi, il fallait que ça arrive à ce moment-là, et les très vieux challenges qui sont, par exemple, le vieillissement des infrastructures et, par exemple, là, les ressources en eau qui diminuent, l'urbanisation. Il y a donc des… next slide, please. Il y a donc pour nous un point important, c'est que quand on va voir les collectivités, on est aujourd'hui en face de nombreux problèmes. Les problèmes de choc, on a défini notre résilience, et la résilience, pour nous, c'est tout simplement définie, elle est définie comme telle. Il y a des chocs, c'est comment minimiser, prévenir les impacts climatiques pour minimiser ces impacts et en même temps pour arriver à un retour à la normale le plus rapidement possible. Next slide, please. La deuxième, c'est tout ce qui est lié à donc les stress que subissent les grands territoires, que sont l'urbanisation et les infrastructures. Et donc, ces différentes problématiques nous poussent à travailler sur de nouveaux outils pour être beaucoup plus efficaces quand nous gérons les services et avoir les choses de manière un peu plus différente. Next slide, please. Les nouveaux outils, aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, c'est comme le disait Monsieur le ministre Brice Lalonde, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Et un problème d'eau touche les problèmes donc d'énergie, touche des problèmes sociaux, des problèmes économiques, un certain nombre de problèmes. Et donc, ce que nous cherchons à faire, parce que c'est une demande de toutes les collectivités à travers le monde entier, c'est déjà de rendre les services beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, on est tous convaincus que la digitalisation et l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle, comme le mentionnait donc Ilan dans son introduction, nous permet aujourd'hui d'afficher des gains de productivité qui dépassent souvent les 20%. Ces 20% nous permettent de déployer donc de nouveaux projets sans forcément augmenter les taxes et augmenter les tarifs, donc des nouveaux projets qui soient transversaux. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir un projet d'eau sans tenir compte que ce projet d'eau va être source d'énergie renouvelable, va permettre de produire donc des matières renouvelables, va participer à la neutralité carbone, va participer au développement du transport zéro carbone, à l'emploi, etc. Mais comme le disait dans une session auparavant, les liens aux déchets à l'eau sont importants et comme le disait une personne du SIAP, aujourd'hui on est capable techniquement de récupérer le phosphore, par exemple, des eaux, mais est-ce bien le métier d'un traiteur d'eau que d'aller dans ces métiers-là? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les projets que nous développons et que nous proposons dans les collectivités, qui sont des projets multipurpose, des projets transversaux, aujourd'hui, on est confronté à la problématique que les collectivités et les mégapoles restent, somme toute, assez silotés et chacun a ses propres responsabilités, comme le disait M. Brice Lalonde, qui font qu'on a du mal à les faire avancer donc aussi vite que l'on voudrait. Next slide, please. Aujourd'hui, chez Veolia, l'innovation est au cœur de tout. Et jamais, jamais, nous n'aurons eu autant besoin d'innover pour faire face à tous ces nombreux challenges dont nous parlions juste avant. Premier point, il faut qu'on fasse des économies.
il n'y a pas le choix parce que ça ne sert à rien de travailler sur l'environnement si c'est pour créer de la pauvreté. Ce n'est pas possible. Il faut travailler sur les taxes. Je ne vais pas parler du mouvement des Gilets jaunes en France. Il faut travailler sur beaucoup de sujets de telle manière à ce que les projets environnementaux, les projets qui nous arrivent à la neutralité carbone, les projets de gestion de crise, d'anticipation de crise, soient des projets qui soient acceptables économiquement. Donc, le premier point, c'est la digitalisation. Parce que, pour faire simple, si nous sommes capables de récupérer de la donnée venant des infrastructures, venant des opérateurs, venant des consommateurs, venant du big data, que nous sommes capables de les mélanger et de les analyser pour créer de nouveaux outils, alors nous serons beaucoup plus efficaces. L'exemple simple, c'est le GPS de votre voiture. Je suis certain que vous ne vous en servez plus s'il n'est pas connecté. Le deuxième point, c'est ces projets multipurpose, ces projets transversaux que nous commençons à développer. Le problème, c'est que les technologies existent, mais ils sont chers. La manière dont nous y prenons est simple pour déployer et faire de l'innovation appliquée, c'est de développer des pilotes, que ces pilotes, donc en collaboration avec une ville dans le monde, que nous menions toutes les différentes tests, en testant les nouvelles technologies, en testant la manière de les opérer, en testant les impacts donc, de CO2, les impacts environnementaux qu'ils peuvent avoir dans une approche très holistique, très systémique, très résiliente. Et lorsque nous arrivons à nos fins, nous mettons toute l'expérience accumulée sur ce pilote à disposition de toutes nos business units qui sont présentes dans le monde entier afin que tous les départements puissent les développer donc dans le monde entier. Next slide, please. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons gagner du temps, il est aujourd'hui important pour nous de faire en sorte à ce qu'on soit totalement et mondialement coordonnés. Et chez nous, chez Veolia, il y a un plan qui est très, qui est très suivi, que tout le monde connaît, qui est le plan d'action Copy and Adapt, tout simplement parce qu'on veut copier les bonnes solutions qui sont mises dans certains endroits et l'adapter, évidemment, aux caractéristiques locales de chaque région. La dernière slide, next slide, please, c'est que je voulais juste vous montrer une petite carte sur laquelle, par exemple, à Cali, à la Nouvelle-Orléans, à Edmonton, nous travaillons sur des problématiques aujourd'hui de crues, d'inondations, à Milwaukee sur des problématiques différentes, à Belgrade sur la neutralité carbone, à Milan pour lutter contre le réchauffement climatique et donc les heat waves, les îlots de chaleur, Wellington sur les problèmes de boue. Tout ça pour vous dire que les projets techniques, il y en a de nombreux actuellement qui sont en cours, mais il y a un sujet commun. Le sujet commun, c'est qu'il faut que ce soit économiquement acceptable. Et pour que ce soit, il est clair qu'il faut travailler, sur la performance de l'existant, et il y a des moyens considérables qui sont aujourd'hui en cours de développement, merci donc à la révolution digitale, et en deux, de concevoir des projets d'eau qui soient beaucoup plus axés sur l'eau, mais qui participent à relever les nombreux challenges qui entourent les différents territoires. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Thank you, Thierry, for this. Merci beaucoup Thierry pour cette vue d'ensemble des défis auxquels nous devons faire face. L'eau, l'énergie, changement climatique sur ce nexus. Et pour beaucoup de pays dans le sud, dans un dialogue nord-sud, comme il a été déjà dit par professeur Fadi Comer, la sécurité alimentaire, l'agriculture où l'eau est un moteur. Et la gestion de changement que vous avez indiqué est un défi pour tout le monde. Et maintenant, nous voudrions souhaiter la bienvenue à
de M. Daniel Bicknell, qui est à la tête de l'unité d'adaptation au climat, ville de Londres, qui va nous parler de sa stratégie d'adaptation. Monsieur Bicknell, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je crois que je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à m'exprimer cet après-midi. C'est un plaisir de venir vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de faire court. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais essayer d'être concis et vous parler des défis principaux auxquels la ville de Londres fait face en termes d'adaptation au changement climatique et le travail de la mairie pour essayer de les atténuer. Vous en avez déjà parlé. Aujourd'hui, Londres est principalement concernée par les trois risques principaux dus au changement climatique, les inondations de sources diverses et variées. Et nous avons des systèmes complexes en place pour gérer ce risque. C'est un risque, cela dit, qui augmente et le changement climatique ne fait que l'exacerber. Nous en sommes bien conscients. Londres est une ville côtière avec des marais. Nous sommes donc concernés par l'augmentée des eaux. Nous avons une barrière qui a été construite dans les années 1980 qui est une excellente protection, mais dont le niveau de protection ne fait que s'atténuer. Nous avons donc un plan en place qui considère différentes interventions potentielles que nous pouvons mener à bien pour augmenter notre résilience aux inondations. Nous sommes actuellement capables de faire face à un ouragan de type millénaire. Il y a évidemment la Tamise qui a des crues et pendant les fortes pluies, elle peut déborder. Encore une fois, nous avons des bonnes défenses anti-inondation pour ces fleuves. Nous avons un programme sur 6 ans de financement pour trouver des solutions à ce risque basé sur des modèles de coût-bénéfice en termes de nombre de logements protégés. Également des inondations d'eau de surface. Comme vous le savez, dans de nombreuses parties du monde, il y a des inondations dues aux eaux de surface ou eaux de pluie, comme on les appelle parfois. Londres, en Catalogne aussi, par exemple, entre autres. Dans le cas de Londres, c'était assez grave, mais pas aussi grave que des villes comme New York où c'était pire. Mais ça nous a bien fait nous rendre compte de la réalité de ce risque. Nous avons également conscience que actuellement, nous n'avons pas les protections suffisantes face à ce type de risque. On a des données qui nous indiquent que les tempêtes auxquelles nous allons faire face vont augmenter en intensité, mais également changer de comportement. Leur durée peut augmenter, ils peuvent se déplacer plus lentement, par exemple. Et c'est ce genre de tempête qui a frappé l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas cet été. Si ça se produisait à Londres, nous serions face à une situation compliquée et dangereuse. Et donc, nous avons des programmes que nous avons mis en œuvre pour commencer à atténuer ce risque. Ce n'est pas tout nouveau. Bien sûr, ça fait plusieurs années que nous nous penchons sur le problème. Nous avons conscience du fait qu'il faut accélérer le changement et le travail sur cet aspect. Voilà, donc concernant les inondations. Je vais parler des programmes dans quelques instants, mais il y a des stress hydriques à Londres. Le Royaume-Uni a une réputation de pays pluvieux, mais de fait, ce n'est pas vraiment été. Londres est assez sec, en fait, en termes de climat, même par rapport à certaines villes au Moyen-Orient, notamment si on mesure par habitant. Et donc, voilà, ça fait s'exercer une pression sur le système hydrique que nous devons gérer. Si l'on ne fait rien,
on aurait un déficit prévu, une projection de déficit de plusieurs centaines de millions de litres par jour en termes d'offres, de capacité hydrique. Et donc, il faut gérer notre approvisionnement et également gérer la demande, la consommation par habitant. La consommation des Londoniens est trop élevée encore. Il faut donc encourager un changement de comportement et intégrer ces solutions à nos approches, avoir peut-être des approches plus circulaires, par exemple, nous assurer que nous avons des politiques publiques strictes en place et s'assurer que toute politique publique prend en compte la consommation également. Il faut gérer l'eau, mais également comment on consomme l'eau pour éviter que la croissance démographique n'ait des conséquences trop graves. Des sécheresses également. Il faut investir dans l'infrastructure pour faire face aux sécheresses et aux augmentations temporaires de consommation dues par exemple aux canicules. Les sécheresses, notamment à long terme, sont un problème. C'est particulièrement problématique lorsque les hivers sont secs, car c'est là que l'on remplit nos réserves. Et donc, les eaux de pluie remplissent par les rivières nos réservoirs. Or, si les hivers sont secs, cela pose problème. Donc, on s'intéresse à comment on peut transférer les ressources en eau de différentes parties du pays, augmenter notre capacité de stockage, par exemple, et autres solutions en termes de gestion et utilisation efficace de l'espace. Tout en travaillant, bien sûr, avec d'autres types d'infrastructures, d'autres types d'installations, et ça s'inscrit également dans notre objectif d'émission net zéro. Enfin, troisième risque concerne la chaleur. Nous avons dépassé les 37 degrés par plusieurs occasions, et la fréquence des températures élevées se fait de plus en plus forte. C'est déjà le cas et elle va continuer à augmenter. Nous ne sommes pas très bien préparés aux fortes températures élevées. Les bâtiments, par exemple, ne sont pas adaptés. Nos logements et leur construction, leurs moyens de construction de ces dernières décennies ont été élaborés pour augmenter l'efficacité énergétique, mais pas tellement pour faire face au risque de forte chaleur. Par exemple, les fenêtres sont au sud, la ventilation est mauvaise, beaucoup d'isolation, ce qui fait augmenter les températures en intérieur et ce qui entraîne un besoin de climatiser. Voilà un point qui intéressera nos politiques à venir, la construction, l'isolation, l'infrastructure verte, notamment l'utilisation de verdure sur les sites de construction, nouveaux sites de construction. Et on a également des programmes pour adapter les constructions passées qui ne sont pas adaptées aux températures élevées fréquentes. Donc, la mairie travaille également sur ça, sur l'adaptation des bâtiments existants, en nous inspirant notamment des différents programmes qui ont été mis en œuvre dans différentes villes. Et j'imagine qu'il me reste que quelques minutes, mais rapidement, j'aimerais vous parler de ce que fait la mairie de Londres. Nous n'avons pas beaucoup de responsabilités dans de nombreux de ces domaines. Le maire n'a pas de rôle formel dans la gestion de l'eau, si ce n'est l'adaptation au changement climatique. Les entreprises d'eau sont privées. Il y en a 4 à Londres, 2 régulateurs de l'eau, un régulateur économique sur le prix de l'eau et un régulateur concernant le financement disponible pour les entreprises pour financer les infrastructures. Donc, en un sens, ce régulateur a un rôle dans le financement des programmes de résilience qui est important. Et il y a ensuite le deuxième régulateur environnemental sur la gestion des ressources en eau et les risques
d'inondation. Vous voyez que les acteurs sont complexes et nombreux dans la gestion de l'eau à Londres et le rôle du maire est de coordonner ces différents acteurs et s'assurer que nous avons les bonnes stratégies, les bons programmes en place pour nous assurer que à l'avenir, Londres sera résiliente au changement climatique. En termes de politique publique, le maire publie une stratégie environnementale qui est une stratégie intégrée qui rassemble tous les aspects de la protection de l'environnement, donc la chaleur, l'eau, la pollution, la gestion des déchets, l'énergie, le net zéro, les émissions, etc. Le maire est également responsable du plan urbain de Londres, qui est un document d'orientation stratégique pour le développement urbain de la ville. Et ce plan d'urbanisation est très ambitieux, tourné vers l'avenir et s'assure que les futures constructions respecteront des normes environnementales strictes. Et ce plan est révisé régulièrement et nous faisons toujours de notre mieux pour augmenter les ambitions et pousser les efforts dans le bon sens. Voici donc certains quelques-uns des mécanismes que nous avons à notre disposition. Nous avons beaucoup d'argent disponible pour financer l'adaptation. Monsieur, je vous demanderai, Monsieur Bittner, je vous demanderai s'il vous plaît de conclure, car nous devons respecter le temps qui nous a été alloué, qui vous est alloué. Eh bien, je conclue sur le financement. Ils ont besoin de davantage de travail dans ce qui concerne l'adaptation au climat. Financement vert progresse en termes de secteur et nous encourageons tous les parties prenantes à travailler ensemble pour financer l'adaptation climatique, qui est un domaine clé qui va avoir besoin de financement. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Monsieur Bicknell, pour cette présentation riche des différents défis auxquels votre ville fait face. Et je pense qu'il serait très intéressant de comparer cette expérience avec d'autres villes qui font face aux mêmes défis, quoique dans des contextes différents. Et j'aimerais vous donner la parole à Georges Leclerc pour nous présenter le prochain orateur. Oui, j'ai le plaisir de donner la parole de Luc Abadi, qui est spécialiste de l'Université Sorbonne, spécialiste dans la transition écologique et les nouvelles énergies. Luc? Eh bien, merci. Merci de m'avoir invité à participer à cet atelier. Donc, je vais effectivement vous donner un point de vue, on va dire, qui est ancré dans le monde universitaire, quelques réflexions sur les enjeux, et puis vous montrer par quelques exemples comment à Sorbonne Université, on essaye de participer à cette mobilisation donc pour ce que je vais appeler aujourd'hui la transition écologique. Donc, si on peut avoir la suivante, s'il vous plaît. Next one. Merci. Donc, l'idée, effectivement, c'est de faire en sorte que la recherche, c'est-à-dire la création de connaissances, et également l'enseignement, la formation, c'est-à-dire le transfert de connaissances, mais aussi de compétences, puissent contribuer à cette transition écologique de la société, donc que l'on peut concevoir comme étant finalement les diverses voies et moyens qui permettent d'atteindre un objectif qui est aujourd'hui un objectif vital, qui est le rétablissement tout simplement, si j'ose dire, de la viabilité de la planète, c'est-à-dire comment on fait pour revenir dans les limites planétaires, en d'autres termes, et donc évidemment revenir dans ces limites planétaires pour les sociétés, pour les humains évidemment, mais aussi pour les questions d'habitabilité pour les autres organismes, les espèces qui peuplent la planète. Donc, pour atteindre cet objectif qui est quand même une véritable rupture, en quelque sorte, un petit peu dans les dynamiques sociales jusqu'à présent, ça veut dire qu'il faut mettre en place des changements transformatifs dans tous les secteurs de la société, dans les modes de production, de consommation,
d'emploi, de déplacement, de répartition des richesses économiques. Next one. Et donc, si l'objectif, c'est bien à la fois de réduire et de s'adapter aux changements environnementaux, je pense qu'on peut dire qu'il y a à la fois un challenge pour l'enseignement supérieur et puis une chance. Le challenge, c'est que c'est la question de la valorisation des connaissances qui sont disponibles d'une manière générale dans le monde universitaire. Nous avons un rassemblement de spécialistes extrêmement pointus sur beaucoup de domaines, donc qui sont absolument pertinents pour gérer cette crise environnementale. Il reste très souvent à construire des démarches qui permettent d'associer ces savoirs de façon à passer à une vision interdisciplinaire de la réalité et produire donc des pistes de solutions qui soient capables de répondre à plusieurs enjeux en même temps. Et puis, c'est évidemment une chance puisque l'enseignement supérieur, selon les pays, présente évidemment un caractère de service public plus ou moins marqué et que c'est donc notre responsabilité de contribuer à ces changements transformatifs, mais aussi une chance, au sens où on peut gagner beaucoup, je pense, de légitimité sociale en s'engageant à fond dans ces questions. Next one. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à Sorbonne Université pour essayer de répondre à tout ça? On a créé finalement un outil qui s'appelle l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. En fait, c'est une organisation assez légère qui a pour but de promouvoir la recherche pluridisciplinaire, la formation pluridisciplinaire, susceptible donc de déboucher sur l'identification de pistes pour la transition écologique. Et donc, dans cette perspective de contribution concrète à la transition, nous essayons de monter des projets démonstratifs, de démonstration, avec des parties prenantes non académiques, ça peut être des institutions publiques ou des entreprises. Next one. Donc, en termes de formation initiale, nous avons développé des enseignements pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui, comme ça a été dit plusieurs fois déjà, essayent de faire le lien entre les différentes dimensions de la crise écologique, donc l'énergie, le climat, la biodiversité, et ainsi de suite, et donc de donner des capacités aux étudiants et au personnel de l'université pour s'emparer de ces problématiques et donc contribuer, devenir acteurs de cette transition. Donc, sans rentrer dans les détails, nous avons produit des enseignements de type mineur, nous avons produit des enseignements de type initiation qui sont ouverts à tous, des programmes au niveau doctoral qui sont partagés d'ailleurs avec 4 autres universités européennes parmi les exemples. On a également investi dans l'encapacitation, l'empowerment des personnes qui prennent les décisions, notamment dans le domaine public, les policymakers, et donc nous sommes engagés dans des programmes nouveaux, un petit peu pour nous, de formation professionnelle continue à ces questions de transition. Et enfin, bien entendu, nous avons mis en place des projets collaboratifs concrets, je vais y revenir tout de suite, avec des entreprises ou avec des organisations publiques. Suivante, next one. Donc, 3 exemples concrets. Le premier qui vient d'être livré, c'est une plateforme que nous venons de monter, une plateforme web, qui est ouverte actuellement aux étudiants et au personnel de l'université et qu'on devrait ouvrir normalement à tous les citoyens, qui a pour but de construire ensemble, de façon ouverte, des protocoles d'évaluation, des protocoles scientifiques d'évaluation des solutions de transition. Donc là, c'est une nouvelle modalité de science participative. Non seulement il y a le partage des observations, le partage des données, mais il y a également le partage des montages des protocoles de recherche. Donc une association à la production de connaissances nouvelles, ouverte à tous. Next one. Deuxième exemple, deuxième et dernier exemple d'ailleurs, nous avons monté avec l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est une fédération de laboratoires de recherche en climatologie, un groupe d'expertise sur le climat et sur la transition écologique au niveau de l'Île-de-France, donc qui est intéressante parce qu'on a à la fois des zones urbaines ultra denses, comme Paris, mais également des zones agricoles, des zones forestières, donc on a un territoire très varié. Et donc là, nous avons proposé de monter une collaboration à long terme entre les scientifiques et les autorités publiques pour finalement explorer les voies de la transition écologique
en Île-de-France. Donc, ça veut dire qu'on part évidemment de synthèse scientifique. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en sciences du climat, en sciences de la biodiversité, etc., qui peut permettre de cadrer une réflexion et un plan de développement. Et puis, évidemment, ensuite, contribuer avec les services d'ailleurs compétents de la région, de la ville de Paris, et ainsi de suite, contribuer donc à l'élaboration de scénarios de transition. Next one. Et donc, sur le domaine, évidemment, de l'environnement proximal, j'ai envie de dire, nous travaillons évidemment sur la question de l'eau, notamment, donc avec des problèmes à résoudre qui sont ceux qui ont déjà été évoqués, donc les problèmes d'inondation, de vagues de chaleur, donc comment on peut essayer de réduire l'impact de ces épisodes extrêmes, comment on peut s'y adapter. Donc, on aborde des questions d'eau, de ressources en termes de quantité et de qualité, mais également les problèmes qui sont parfois des problèmes éthiques, hein, de partage de l'eau entre les différents utilisateurs, bien sûr, mais aussi de partage de l'eau entre les usages humains et la nature. Dans une région qui est quand même très agricole et très forestière, hein, l'Île-de-France, ces questions sont extrêmement importantes. Dans les zones urbaines, on participe à Voilà, pardon, excusez-moi. Dans les zones urbaines, donc, il y a la question du rétablissement d'un cycle de l'eau, c'est-à-dire comment on peut rééquilibrer les questions d'infiltration et de ruissellement, notamment par des solutions basées sur la nature. Nous sommes très tournés sur les solutions basées sur la nature, mais également des questions qui se posent en termes d'architecture et d'urbanisme. Par exemple, jusqu'à un certain point, faut-il tout le temps essayer de se protéger contre les inondations ou mettre en place des structures qui sont compatibles avec un certain niveau d'inondation? Et puis enfin, à l'échelon de la région complète, nous avons également des questions en termes d'agroécologie et de foresterie écologique, puisque tous ces éléments de climat régional sont très, très liés finalement au land use, à l'usage des terres qui est mis en œuvre. Donc, nous travaillons sur des scénarios d'évolution de ces usages des terres qui peuvent avoir un impact direct sur l'intensité du changement climatique et notamment des événements extrêmes. Je vous remercie de votre attention. George, please. Enfin, pour finir, permettez-moi de donner la parole à Steven Segala, vice-président de la programmation de la station PBS de New York, WNET. Steven, à vous la parole. Unmute yourself, Steven. Unmute yourself. There we go. Good morning. Can you hear me now? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Excellent. Donc, bonjour. Bonjour depuis New York, virtuellement. Je vais m'éclairer un petit peu plus. Bonjour à tous et à tous. C'est un plaisir de participer à cette réunion en ligne et vous allez vite vous rendre compte que je ne partage pas, je ne possède pas l'expertise de mes collègues. Je ne suis pas climatologue, ingénieur, élu, mais j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Je suis journaliste, producteur télévision, et donc mon travail, c'est de produire des contenus numériques, nationaux, régionaux, longue durée, courte durée, etc., pour le service de diffusion publique des États-Unis. Même si, comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas américain de naissance. J'ai quitté une ville qui coule, Londres, pour en investir une autre, New York, où les défis sont différents, mais en un sens similaire. PBS est un diffuseur public soutenu par son public, pas par le gouvernement, principalement soutenu par ses auditeurs et ses téléspectateurs. C'est ce qui, je crois, est assez unique et nous donne une véritable responsabilité de respecter la troisième lettre de notre cycle, S pour service. Cette histoire de service peut être
peut avoir des aspects différents, mais notre objectif est de divertir, informer et faire participer les publics. Et un projet dont j'aimerais parler, un projet de WNET à New York, à WNET, concernant le climat, c'est que nous avons lancé il y a quelques années un projet Danger et promesses, le risque du changement climatique. C'est un projet avec différentes facettes, mais de fait, on s'est dit que déjà, il n'était plus temps de discuter de la véracité du changement climatique. On parle beaucoup de politique, d'économie, et dans ces cas-là, il faut avoir différentes opinions. Mais lorsqu'on parle de climat, il n'est plus question de parler de la véracité ou non. Et on pourrait faire un petit peu l'analogie avec la pandémie de Covid. Il ne s'agit pas de savoir qui croit que c'est vrai, qu'il faut se faire vacciner, etc. Le problème, c'est les personnes qui refusent d'y croire. Et je crois que dans le cas du climat, c'est la même chose. L'immense majorité des Américains comprennent aujourd'hui que le climat est un défi. Mais par contre, l'aspect qui est moins consensuel, c'est que faire. Donc, on insiste plus sur les promesses que sur les dangers dans notre projet Danger et promesses. Et l'idée est de produire des contenus télévisuels de ce qui s'est déjà passé. En fait, il s'agit de ne pas de parler de ce qui existe déjà, ce qui est facile avec des images, mais de parler de ce qui peut être fait à l'avenir. Je vais donc montrer un extrait vidéo d'un de nos projets, un projet qui couvre 4 villes, Miami, Tokyo, Londres et New York. Le projet Sinking Cities, les villes coulantes qui font face à des défis climatiques importants tels que la montée des eaux, mais dans des contextes différents. Donc voilà, on s'intéresse à la topographie, à la géographie, au climat, aux différents systèmes de ces villes. Donc ce clip que je vais raccourcir car il est un peu trop long pour le temps qui nous est alloué. Je pense que ce clip souligne bien ce dont nous a parlé Eric McFarlane, parce qu'il concerne les investissements dans l'infrastructure de New York pour faire face à la montée des eaux. Je vous invite à lancer la vidéo. Merci. I'm not seeing it. Is the clip coming? Je ne vois pas la vidéo se lancer. Est-ce que c'est le cas? George, you are muted. Oui. But it's not that clip, it's the other one. Pas cette vidéo, une autre. Nous devons tous boire de l'eau, respirer un air pur. Les conséquences sont différentes selon les communautés. Si l'eau monte de 6 pieds, 240 miles carrés seront perdus. Une ville coulée. 600 000 New-Yorkais vont perdre leur logement. 300 000 emplois seront perdus ou détruits. Ce sont les plus pauvres qui souffriront le plus. 12 000 unités de logement public seront avalées par la mer. Les personnes qui travaillent sur le terrain cherchent aujourd'hui des solutions pour reconstruire et protéger New York au XXIe siècle. C'est le Grand U, un projet ambitieux qui cherche à protéger le secteur économique de Manhattan Sud, l'épicentre de l'économie américaine. Uwe Bachmann est un architecte en charge de ce projet du Grand U. Nous avons proposé 10
miles de protection continue qui part de la 57e rue ouest, qui descend jusqu'à la pointe sud de Manhattan à Battery Park et remonte jusqu'à la 30e rue est, ce qui protégerait l'intégrité des infrastructures dans la zone inondable. C'est un haut mur qui protégerait le quartier économique le plus important des États-Unis d'une montée de 15 pieds. Il s'agirait de parcs avec des terrains de sport, des pistes cyclables qui apporteraient des parcs le long de la côte qu'elle doit protéger. On s'est rendu compte que le changement climatique est quelque chose dont auquel nous devons nous adresser aujourd'hui. Et ce projet est comme une sorte de grande gouttière parce qu'elle gère également les fortes pluies. Il y a également une piste cyclable continue. Donc, si on parvient à construire ces kilomètres, alors on pourra faire du vélo tout le long sans traverser une seule rue. On passerait donc d'un littoral de travail à un littoral de divertissement, de bien-être, de parc et plus accessible. Bien, je pense que c'est suffisant. Le budget alloué est de 305 millions de dollars. Très bien, merci. Dur de savoir si on nous entend. Voilà, donc je pense que c'est un produit télévisuel assez classique et un défi auquel nous faisons face en tant que diffuseur public. Et ce qui nous différencie des diffuseurs commerciaux, dont l'objectif est de vendre du temps de cerveau disponible, n'est-ce pas? Ce qui nous différencie, c'est qu'il ne faut pas tout simplement parler aux gens qui sont déjà convaincus. Comment aller au-delà du public? Donc, notre projet, que je vous invite à consulter sur notre site Internet, PBS, et dont le lien sera rendu disponible. Ce projet, Péril et Promesse, est un ensemble de contenus ciblés sur différentes plateformes, catégories socioculturelles, socio-économiques, etc. Et comme je disais, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre ceux qui sont déjà convaincus. L'idée est de convaincre ceux qui ne considèrent pas que c'est un problème et donc leur offrir un message fort pour qu'ils comprennent qu'il y a un véritable danger, tout en offrant des outils, des opportunités de participation au public qui, particulièrement, notamment dans les générations les plus jeunes, ne veulent pas être juste des consommateurs passifs du contenu, ils veulent être actifs, ils veulent participer. Nous avons donc établi un partenariat avec différentes organisations journalistiques, Climate Nexus, Climate Central et Climate Now. Nous travaillons avec eux pour une vision de nombreux contenus qui sont parfois adaptés en contenu vidéo. Et nous avons 7 ou 8 catégories différentes de contenus, peut-être parfois toujours plus attendus. Ce n'est pas qu'une question d'ingénierie civile, pas qu'une question de protection contre les inondations. Nous avons différentes catégories de reportages, le climat et l'énergie, le climat et les élections, car la politique est un aspect important, climat et migration. Nous avons bien conscience des conséquences immenses du changement climatique sur les différentes régions du monde, notamment l'Afrique, et les migrations qui en découlent. Le climat et la mode. Nous avons parlé de l'industrie de la mode et de comment elle essaye de réduire son empreinte carbone.
Le week-end dernier, ou il y a 2 semaines, nous avons diffusé un programme sur le climat et le rock'n'roll, car oui, le rock'n'roll l'industrie de la musique commence à relancer les tournées et se questionne sur l'impact environnemental, l'empreinte carbone de ces tournées. Nous devons conclure malheureusement, donc je vous invite à conclure. Très bien, je comprends tout à fait. Une dernière chose. Tout partenariat possible et imaginable, nous voulons y participer, notamment s'il s'agit d'impliquer les personnes, les jeunes, pour que non seulement on comprenne les problèmes, mais également qu'on y trouve des solutions. Et si je peux me permettre, j'aimerais qu'on joue 30 secondes au moins de la deuxième vidéo avec le glacier, l'iceberg, qui, je crois, illustre très bien la question. Merci. Nous devons malheureusement conclure. Merci d'avoir partagé cette vidéo et nous le diffuserons sur Internet pour que tout le monde puisse en profiter. Très bien, merci. Merci Stéphane. Nous devons donc conclure la session qui nous a fait comprendre des perspectives de différents gouvernements, des opérateurs, des élus locaux, les médias et la communauté de la recherche. De nombreuses questions ont été soulevées, des défis. Évidemment, en 90 minutes, on ne peut pas toutes les traiter en fond et en détail. C'est pourquoi le professeur Wadi Comer, dans le cadre de cette collaboration, a préparé une conférence sur les questions qu'on a identifiées. Nous vous invitons à former le comité de pilotage de cette conférence qui, on l'espère, se tiendra à l'automne prochain et sera organisée par l'Institut de Chypre. Je demanderai donc à mon ami Georges Leclerc, co-modérateur, de conclure. Merci, Ilan. Oui, je suis heureux de conclure cette très intéressante session en proposant de construire une émission de télévision qui touchera justement les gens que vous voulez convaincre qu'il faut faire quelque chose pour le changement climatique. Et cette forme de communication, c'est un jeu télévisé parce que vous allez offrir à la fois de l'information à ces jeunes, vous allez offrir des incentives, des prix qui vont leur permettre de faire cet effort avec tous les grands prix qu'ils pourront recevoir. Cette émission de télévision sera sous la forme d'un format, sous la forme d'une compétition entre différentes catégories. Il y aura les écoliers, il y aura les universitaires, il y aura les startups, il y aura les architectes, il y aura les artistes, tous les gens que vous voulez toucher, tous les gens que vous voulez convaincre de partir avec vous sur la lutte que vous avez entrepris aujourd'hui en nous présentant tout cela. Avec Ilan, nous vous tiendrons au courant de toute cette avancée et du groupe que nous allons former pour réfléchir et étudier comment cette émission de télévision, à la fois française en français à Paris, américaine à New York et dans le reste du monde si c'est possible. Merci beaucoup et à très très vite. Merci beaucoup, Georges. And this, we would like to conclude. Avec ce, nous voudrions remercier tous les panélistes très distingués pour leur contribution. Nous n'avons plus le temps aujourd'hui pour les questions-réponses, mais nous espérons que ces questions seront l'agenda d'une conférence tout entière de 2 jours qui sera tenue par l'Institut de Cyprus. Nous espérons dans l'automne de 2022. Nous voudrions également remercier l'UNESCO pour avoir tenu cette conférence et nous travaillerons avec tous les participants dans le monde
pour une conférence qui se concentrera sur l'au-delà de la culture, au-delà des frontières, afin de promouvoir la culture sociétale, de la résilience, de l'adaptation à l'externalité, l'impact des changements climatiques auxquels nous devons tous faire face. Merci beaucoup de votre contribution. Nous attendons de continuer de travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Duran et monsieur Leclerc, ainsi que tous les orateurs pour toutes ces présentations fort intéressantes. Et merci bien évidemment à tous les participants de votre intérêt. Désolé que nous n'avions pas pu étendre cette présentation car il faut préparer la prochaine session et je vous inviterai à rester en ligne puisque nous avons 3 sessions parallèles de plus cet après-midi qui démarreront à 16 heures dans 20 minutes. Les outils de planification, les solutions technologiques et la session régionale sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, merci beaucoup et restez en ligne. Water. It's vital to human life, our economy, and ecosystem. The very survival of our planet. But water challenges are growing more intense than ever before. Increasingly volatile weather patterns fueled by climate change, crumbling infrastructure, pollution, and overpopulation that's causing a surge in demand for water. But now, new technologies are offering bold new ways to protect and optimize water, to help the world become water secure, and Xylem is leading the way. Xylem is a Fortune 1000 global water technology provider, dedicated to solving water and smart infrastructure challenges. We have a century-long track record of trust and reliability, providing leading-edge technologies, expertise in equipment to utilities, industrials, and other users of water, working closely with our customers to develop solutions that manage water more effectively and efficiently all across the water cycle. Now, we're leading the digital transformation of water, partnering with our customers and innovation leaders, discovering new ways to harness the power of data and analytics, delivering unprecedented insight that's optimizing existing water systems, and creating a future that's more water efficient to meet the world's water needs, and more energy efficient to protect the environment. Our commitment to sustainability is fundamental to our business strategy, guiding everything from how we design new products to our culture and people. Through our corporate social responsibility program, Watermark, Xylem employees have volunteered more than 230,000 hours over the past 5 years, educating about key water issues, cleaning up local waterways, working with our NGO partners to deliver drinkable water systems to communities in urgent need, and deploying our experts, technology, and equipment to help disaster-afflicted communities. The world's water challenges are dramatically increasing, but so are the possibilities to solve them. Xylem is working every day to bring water technology and innovation to communities and people around the globe, raising awareness and reaching new audiences through partnerships and the power of sports, and helping create a world where water is more accessible, affordable, and safer for all. Water is always moving, and so are we. We're pushing forward, pursuing the opportunity of a lifetime. We're Xylem, and we're solving water. Join us.